Rebonjour, c'est la troisième vidéo de la matinée et cette vidéo, cette fois-ci, a pour vocation de vous aider à faire une explication linéaire telle que vous pourrez la présenter au bac si vous tombez sur ce poème. Alors, une partie de vous peut vous dire si je tombe, c'est pas de chance, c'était pas un vrai cours, on a eu des explications que par des biais interposés comme cette vidéo ou notre correspondance par mail. Et en même temps, l'examinateur en prendra compte, mais aussi, ce n'est pas un poème très difficile. C'est un poème, une fois qu'on a vu sa dimension allégorique, symbolique, qui est, qui n'est pas très dur à décrypter et à mettre en place. Alors, il est impératif d'avoir vu la vidéo précédente pour bien comprendre cette vidéo-là. Et si vous faites une introduction de ce poème, vous pouvez, dans un premier temps, rappeler dans quoi elle s'insère dans les fleurs du mal. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, qu'on est sur un thème très traditionnel de la rencontre amoureuse, que Baudelaire va réinventer en faisant une allégorie. Vous pouvez rappeler que l'image qu'avait Baudelaire de la femme était pas tout à fait très correcte. On voit dans une de ses correspondances qu'il adressait à une de ses maîtresses, Apollinie Sabatier. Apollinie Sabatier s'était longtemps refusée à elle, et le jour où elle s'abandonne à lui, euh, lors d'une folle étreinte, il lui écrit le lendemain quelque chose de terrible. Il disait avant qu'il passe la nuit avec elle. Avant, tu étais une divinité, te voilà femme maintenant. Donc on voit l'aspect vraiment terrible. Pour Baudelaire, une femme, c'est ou une prostituée ou une divinité, pas d'intermédiaire. Et on retrouve un petit peu ça dans le poème. Hein, Baudelaire n'est pas intéressé par vivre une aventure amoureuse. Il est presque plus intéressé à l'idée de vivre une impossibilité amoureuse pour pouvoir ensuite idéaliser la femme, la recréer à des fins poétiques, la sublimer, la revivifier à des fins poétiques et littéraires au nom de l'art. Mais vivre une histoire amoureuse dans la vraie vie, a priori, l'intéresse peu. Hein. On voit toute la dimension du poète maudit qui préfère être contre que pour, qui préfère être seul avec son génie et sa création plutôt que le commun des mortels à vivre une banale histoire d'amour comme le voudrait a priori, je dis bien a priori, n'importe qui. Ça, c'est pour tout contexte. Je vous laisse prendre ce qui vous plaît et personnaliser avec vos recherches complémentaires. Je vais maintenant aller dans le petit 1, petit 2, petit 3, petit 4 pour vous montrer point par point ce qui pourrait être dit dans une explication linéaire. Donc dans le petit 1, vous pouvez d'ores et déjà immédiatement parler, comme on l'a fait pour le poème précédent, du lyrisme du poème. Dès la première strophe, le lyrisme est très évident. Vous remarquerez que dans tout le poème, le je, ou ce qui rappelle le je, est partout. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Hein. On a le pronom personnel moi. Dès le dernier vers, on a ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. On retrouve l'apparition du pronom je. On a le moi qui est au milieu, alors c'est peut-être plus moi, oui, c'est moi, je buvais, deuxième strophe. Donc le je est partout, il est question ici d'expression personnelle. Et la musicalité est évidente. On a déjà un sonnet. Le sonnet, c'est dans la tradition ce qui se fait de plus pur, de plus beau. Alors s'il y a quelques enjambements, s'il y a quelques rejets contre rejets, globalement, à part le premier vers qui est spécial, mais globalement, la versification classique est plutôt respectée, avec le respect de l'hémistiche. Donc on a une certaine musicalité qui est bien là, hein, qu'on retrouve à travers les rimes, hein, les rimes embrassées, A, B, B, A, hein, qu'on retrouve à travers le respect de l'hémistiche et surtout dans la première strophe qu'on retrouve à travers toutes les assonances. Ce que je disais en des mots très compliqués dans la fiche que je vous envoyais, mais c'était d'abord ma fiche personnelle, donc si certains mots vous ont rebuté, dites simplement que la multiplication de sons vocaliques en on, ou, en, un, des assonances crée une musicalité. Donc tout ce texte est baigné de lyrisme. Certainement pour mieux nous faire accepter l'idée de la rencontre euh, amoureuse, j'allais dire, mais qui n'est peut-être pas si amoureuse que ça. Ce sera notre point numéro 2. Dès le vers 2, nous avons une présentation
de la femme qui est particulière, comme une mise en scène de l'apparition. Alors, comment s'opère la mise en scène de cette apparition? Il y a plusieurs points. Petit A, on a, par la gestion des temps, un une mise en scène qui est assez intéressante. On l'a vu dans la vidéo précédente, on est d'abord sur de l'imparfait pour montrer le cadre désagréable, cette rue qui hurle. Et on a le passé simple avec cette femme qui surgit. Donc on a quand même une certaine théâtralité dans la mise en scène. Hein. Et ce passage, lui, est beaucoup moins désagréable. Il y a quelque chose de très majestueux, de très solennel avec cette énumération longue, mince, en grand deuil. Donc l'apparition de la femme est assez bien fichue. Mais les procédés ne sont pas que simplement par l'emploi des temps. Il y a aussi tout ce qui relève, j'essaie de me retrouver dans mes notes, il y a aussi tout ce qui relève de l'oxymore. Cette femme est présentée immédiatement avec un oxymore. Donc elle a pour objectif de nous désarçonner, de nous brusquer, de nous réveiller, de pointer ce que cette femme a de particulier. L'oxymore, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est douleur majestueuse. C'est également l'autre figure d'opposition qui est l'antithèse, avec ce qui relève de l'inertie et en même temps du mouvement. Donc cette femme incarne des figures d'opposition qui brusquent, réveillent, interrogent, intriguent le lecteur. Donc l'apparition, la mise en scène de l'entrée de cette femme dans la vie du poète est faite avec plein de procédés qui ne peuvent laisser indifférent. C'est le point numéro 2. Enfin, on peut arriver au point numéro 3 à partir de la deuxième strophe. Et ce point numéro 3 peut arriver comme une confirmation de cette femme qui est particulière, et comme elle est particulière, précisément, on peut en faire une allégorie. Qu'est-ce qui nous permet de dire que cette femme a quelque chose d'allégorique? C'est qu'elle incarne la mort. Elle rappelle la figure de la Méduse avec le visage qui pétrifie, qui fixe, notamment avec cet œil ciel livide où germe l'ouragan, avec cette idée de mort qu'elle incarne. Il y a tout un champ lexical de la mort, du funèbre qui est assez facile à retrouver. Donc cette femme relève d'une allégorie de la mort et en même temps, c'est ce qui est paradoxal, elle fait renaître le poète. Donc là aussi, on retrouve une figure d'opposition. Cette renaissance, on le retrouve dans le vers 10. Donc elle est à la fois réifiée, chosifiée, mais elle fait renaître le poète. Euh, L'allégorie est confirmée. L'allégorie montre que ce qui intéresse chez Baudelaire, c'est pas tant la femme pour ce qu'elle est en tant qu'individu de sexe féminin, mais pour ce qu'elle représente à des fins littéraires, à des fins artistiques. Et ça, ce sera peut-être le point numéro 4. Parce que Baudelaire nous pose une question rhétorique avec cette phrase de type interrogative, en accentuant l'idée qu'il y a des chances qu'il ne la revoie que dans l'éternité, que dans la mort, dans le vers 10 et 11. Alors ce point numéro 4 va peut-être insister sur cette incommunicabilité, sur cette impossibilité de rencontre et sur cette impossibilité également de, euh, de, de lien amoureux. À quoi on va le voir? Eh bien, on va le voir parce que tout est mis en place dans cette dernière strophe pour montrer l'incommunicabilité. La gradation dans le vers 12, qui va de plus en plus loin vers le négatif, euh, trop tard, jamais, ailleurs, bien loin. Donc tout est fait pour que on voit cette femme s'éloigner. Dans l'avant-dernier vers, tout est fait par les figures d'opposition pour montrer à quel point lui et elle sont séparés. On a le parallélisme de construction et en même temps l'antithèse. Il ignore, elle sait. Il fuit, elle va. Donc ils sont vraiment le plus éloignés possible. Et enfin, dernier vers très connu qui joue sur un temps qu'on n'utilise quasiment jamais, y compris au XIXe siècle, on employait peu, qui est le subjonctif plus que parfait. Le subjonctif plus que parfait montre un temps qui est passé et montre en plus de ça un temps euh, qui n'a pas eu lieu. Le subjonctif, c'est le mode, rappelez-vous, de l'irréel. Donc on rappelle un temps qui de toute manière n'a pas lieu, si ce n'est dans l'imagination du poète, si ce n'est dans euh, son désir poétique de recréer quelque chose. Et c'est pour ça, alors je l'ai noté, ce n'est pas
seulement une rencontre amoureuse, c'est une rencontre esthétique, symbolique, qui va permettre à Baudelaire de revivifier son talent à des fins créatrices, à des fins esthétiques. Baudelaire met en scène une rencontre au départ que l'on croit amoureuse, mais surtout une rencontre esthétique, une rencontre artistique dont l'incommunicabilité, l'impossibilité va lui permettre non pas de vivre une aventure, mais de recréer une image idéale de la femme dans ce qu'elle a de sublime, parfois d'horrible, mais également d'inaccessible. Et c'est peut-être ça qui intéresse le plus le poète. Vous pouvez faire un lien avec le poème Élévation sur le côté spleen et idéal. Vous pouvez faire un lien avec d'autres textes de votre choix. La vidéo est très longue, je vais m'arrêter là. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, laissez non pas des pouces rouges, mais des commentaires sur YouTube ou sur ma boîte mail de l'école directe. Je pense que j'en ai assez dit. Je vous souhaite plein de belles choses dans cette période très particulière. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment pour la séquence 4, la dernière de l'année. Ciao.